On vous a probablement déjà dit que le régime carnivore détruit les reins, qu'il bouche les artères, qu'il provoque le scorbut, que sans fibres, l'intestin ne fonctionne plus, que le microbiote s'effondre, que la viande pourrit dans le côlon, que de toute façon l'homme est omnivore et qu'une alimentation carnivore serait donc contre nature, que le cerveau a besoin de sucre, que le sport devient impossible et qu'en carnivore, sans sucre alimentaire, il serait impossible de prendre du muscle, que la viande rouge donne le cancer et que de toute façon, la science aurait déjà tranché. Le problème, ce n'est pas que ces questions existent, elles doivent exister. Le problème, c'est lorsqu'on transforme une inquiétude en certitude avant d'avoir regardé ce que montre réellement la biologie. Alors aujourd'hui, nous allons prendre 16 des idées reçues les plus répétées sur le régime carnivore. Celles que l'on retrouve dans les magazines santé, sur les plateaux, dans certains cabinets, dans certaines vidéos, et parfois dans des articles qui commencent déjà par la conclusion. Et pour chacune, on va faire exactement la même chose. Définir ce dont on parle. Regarder le mécanisme. Regarder les données humaines. Et surtout, ne pas confondre une possibilité, une association et une preuve. Parce qu'un mythe ne se démonte pas avec une opinion plus forte. Il se démonte avec de la précision. Et vous allez voir que certaines critiques du carnivore sont tellement répétées qu'elles ont fini par sembler évidentes, alors qu'elles ne le sont pas. On y va. Mythe numéro 1. De toute façon, l'homme est omnivore, donc le régime carnivore est contre nature. Voilà probablement l'argument le plus important de toute cette vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'impression de mettre fin au débat avant même qu'il ne commence. L'homme est omnivore, point final. Sauf qu'il manque une question essentielle. Que signifie exactement omnivore ? Omnivore ne veut pas dire animal obligé de manger à la fois et des végétaux et des animaux tous les jours pour fonctionner. Omnivore décrit d'abord une capacité alimentaire, la capacité d'utiliser des ressources animales et végétales. Et c'est sur ce point, oui, Homo sapiens est un omnivore extrêmement flexible. Nous pouvons digérer et absorber les nutriments provenant de nombreux aliments animaux. Et nous pouvons aussi utiliser de nombreux aliments végétaux. Cette flexibilité a probablement été l'un des grands avantages de notre espèce lorsqu'elle a colonisé des environnements totalement différents. Mais maintenant, observez le saut logique. L'être humain peut manger des végétaux devient l'être humain doit manger des végétaux. Ce n'est pas la même phrase. Pouvoir utiliser un aliment ne démontre pas qu'il soit biologiquement indispensable. L'être humain peut métaboliser de l'amidon, par exemple. Ça ne démontre pas qu'une ration quotidienne d'amidon soit obligatoire ou nécessaire. Il peut également métaboliser du fructose. Cela ne transforme pas le fructose alimentaire en nutriment essentiel. Il peut fermenter certaines fibres grâce à son microbiote. Cela ne démontre pas que ces fibres constituent un nutriment essentiel au même sens qu'un acide aminé essentiel ou qu'une vitamine essentielle. Voilà la distinction fondamentale. Capacité digestive et nécessité nutritionnelle. Ce sont deux questions différentes. Et l'histoire humaine rend cette distinction encore plus intéressante. Les analyses isotopiques de populations humaines anciennes montrent une amplitude alimentaire assez énorme. Une compilation mondiale portant sur plus de 13 000 analyses isotopiques humaines a montré que, avant l'agriculture industrielle, les êtres humains occupaient une gamme trophique extrêmement large. Autrement dit, notre caractéristique remarquable n'était pas de manger partout la même proportion de végétaux et d'animaux. C'était précisément notre capacité à adapter notre alimentation aux ressources disponibles. Dans certains environnements, la contribution végétale pouvait être plus ou moins importante. Dans d'autres, particulièrement lorsque les ressources végétales devenaient saisonnières ou rares, la contribution animale pouvait alors devenir dominante. Et si l'on regarde plus largement l'histoire des hominines, les données isotopiques de plusieurs néandertaliens européens les placent à un niveau trophique comparable à celui des grands carnivores. Alors attention, Néandertal n'est pas Homo sapiens moderne. Ce n'est donc pas une preuve que l'homme moderne devrait manger
exactement comme lui. Mais cela détruit une autre caricature, l'idée qu'une alimentation extrêmement riche en aliments animaux serait biologiquement inconcevable chez un hominine. Et elle ne l'était manifestement pas. Et notre propre anatomie digestive raconte elle aussi une histoire de flexibilité, encore une fois. Nous ne sommes pas des ruminants. Nous ne possédons pas un énorme système de fermentation antérieure permettant d'extraire massivement de l'énergie de l'herbe, par exemple. Mais nous ne produisons pas nous-mêmes les enzymes capables de casser la cellulose. Une partie des fibres végétales est fermentée par le microbiote colique. À l'inverse, les protéines et les lipides animaux sont digérés et absorbés très efficacement dans l'intestin grêle. Cela ne fait pas de nous des carnivores obligatoire comme un félin, mais ça montre pourquoi le mot omnivore ne peut pas être utilisé comme un verdict contre le carnivore. Et voici probablement la phrase la plus importante de ce chapitre. Être omnivore signifie que l'être humain peut exploiter plusieurs catégories d'aliments. Cela ne signifie pas que toutes ces catégories sont obligatoires à chaque repas, chaque jour ou dans chaque stratégie alimentaire. On va prendre une comparaison simple. On va dire qu'on prend un véhicule hybride qui peut fonctionner avec 2 sources d'énergie. Ça ne signifie pas qu'il doit obligatoirement utiliser les 2 à chaque kilomètre. Sa caractéristique est précisément sa flexibilité. Chez l'être humain, cette flexibilité alimentaire a permis de vivre dans les tropiques, dans des zones tempérées, dans les steppes, jusqu'aux régions arctiques. Donc oui, l'homme est omnivore. Mais utiliser cette phrase pour conclure automatiquement donc une alimentation exclusivement ou presque exclusivement animale est biologiquement impossible. C'est un raisonnement invalide. La vraie question n'est pas de savoir quelle étiquette zoologique coller sur Homo sapiens. La vraie question est plus intéressante. Une alimentation carnivore correctement construite peut-elle fournir ce dont l'organisme a besoin? Quels marqueurs produit-elle? Quels bénéfices peut-elle apporter? Quels risques éventuels faut-il surveiller? Et chez quelle personne fonctionne-t-elle le mieux? Voilà les questions scientifiques. L'homme est omnivore, il n'y répond à aucune. La phrase à retenir, omnivore signifie capable de manger des aliments animaux et végétaux. Cela ne signifie pas obligé de manger les 2 en permanence. Et surtout, la capacité à manger un aliment n'est pas la preuve que cet aliment soit indispensable. Mythe numéro 2. Le régime carnivore est un régime hyperprotéiné. Alors c'est probablement l'une des erreurs les plus simples à démonter. Carnivore décrit la nature des aliments consommés. Hyperprotéiné décrit la quantité de protéines consommées. Ce n'est pas la même chose. Si vous mangez uniquement des viandes maigres, oui, votre apport protéique peut devenir très élevé. Mais une alimentation carnivore formulée avec des morceaux naturellement gras, des œufs, des poissons gras, de la moelle ou de la graisse animale peut fournir une grande partie de son énergie sous forme de lipides. 1 gramme de protéines apporte environ 4 kilocalories. 1 gramme de lipides en apporte environ 9. Autrement dit, quelques dizaines de grammes de graisse changent énormément la répartition énergétique d'une journée. C'est pour cela qu'une entrecôte persillée n'est pas métaboliquement équivalente à 1 kilo de blanc de poulet. Et pourtant, dans de nombreux commentaires sur le carnivore, on commence par dire « c'est hyperprotéiné », puis on enchaîne avec les reins, puis avec l'acidification, puis avec les os, alors qu'on vient parfois de critiquer un régime qui n'a jamais été correctement défini. Première règle, avant d'attaquer un régime, commencez par savoir ce qu'il contient réellement. Carnivore ne signifie pas protéines à volonté. Mythe numéro 3. Les protéines vont détruire les reins. Cette phrase, elle revient constamment. Et elle repose souvent sur une confusion fondamentale. Un rein malade et un rein sain ne sont pas la même situation. Dans certaines maladies rénales chroniques, la quantité de protéines peut effectivement être adaptée. C'est une vraie question clinique. Mais prendre une recommandation destinée à une personne dont le rein est déjà atteint et la transformer en règle universelle pour une personne sans maladie rénale connue n'est pas scientifiquement correct. Alors en juin 2026, il y a une méta-analyse de 22 essais randomisés qui a précisément examiné les régimes riches en protéines chez des adultes sans maladie rénale chronique. Les auteurs n'ont pas retrouvé d'augmentation significative de la créatinine ni de signal biochimique cohérent indiquant une lésion rénale. Ils ont observé une augmentation du débit de filtration estimé. Et c'est là que certains s'arrêtent. Vous voyez, hyperfiltration égale destruction. Pas si vite. Une augmentation de filtration peut représenter une adaptation hémodynamique au traitement d'une charge protéique plus importante. La vraie question est de savoir si cette adaptation devient pathologique au très long terme. Et sur plusieurs décennies, nous n'avons pas encore toutes les réponses.
Donc la phrase scientifique est simple. Chez les adultes sans maladie rénale chronique, les essais disponibles ne montrent pas que les apports protéiques élevés détruisent automatiquement les reins. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer une maladie rénale préexistante. Cela veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser le rein malade comme modèle automatique du rein sain. Et rappelons surtout le mythe numéro 1, un carnivore bien formulé n'est pas nécessairement hyperprotéiné. Mythe numéro 4, sans fibres, vous serez forcément constipé. Alors c'est ici qu'il faut aller beaucoup plus loin que le conseil automatique. Vous êtes constipé? Mangez davantage de fibres. Le docteur Paul Mason a beaucoup popularisé ce sujet dans le monde low carb et carnivore. Il s'appuie notamment sur une étude publiée en 2012 par Koksung-ho et ses collègues. 63 patients souffrant de constipation idiopathique chronique ont été suivis. Au départ, tous étaient déjà sur une alimentation riche en fibres ou prenaient des suppléments de fibres. On leur a alors demandé de supprimer les fibres pendant 2 semaines, puis de continuer avec la quantité qu'ils toléraient le mieux. 6 mois plus tard, 41 avaient conservé 0 fibre. 16 avaient réduit les fibres. 6 étaient revenus à une alimentation riche en fibres. Et les résultats sont difficiles à balayer d'un revers de main. Dans le groupe 0 fibre, la fréquence moyenne des selles est passée d'environ 1 selle tous les 3 jours et quart à 1 selle par jour. Constipation rapportée dans le groupe 0 fibre, 0. Ballonnement, 0. Effort pour évacuer, 0. Douleur abdominale, 0. Dans le petit groupe resté riche en fibres, les symptômes n'ont pas montré cette amélioration. Alors, attention, ce n'était pas un grand essai randomisé en double aveugle. Il y avait 63 personnes et les groupes à 6 mois dépendaient du choix des participants. Donc non, cette étude ne prouve pas que 0 fibre est l'alimentation idéale pour les intestins humains. Mais, en revanche, elle démontre quelque chose de capital. La phrase « sans fibre, la constipation est inévitable » est fausse. Et elle oblige à poser une question très simple. Si une personne a déjà du mal à évacuer un volume important de sel, est-ce toujours intelligent d'augmenter encore un peu plus ce volume? C'est l'image souvent utilisée par Paul Mason. Si vous êtes dans un embouteillage, ajouter encore des voitures n'est pas forcément la meilleure manière de fluidifier la circulation. Les fibres augmentent généralement le volume fécal. Cela peut être utile chez certaines personnes, mais chez d'autres, davantage de volume peut signifier davantage de distension, davantage de fermentation, davantage de gaz et parfois davantage d'inconfort. Pour nous, la conclusion n'est donc pas « les fibres sont toujours mauvaises », notre conclusion est beaucoup plus forte scientifiquement. Les fibres ne sont pas indispensables à la défécation. Et chez certaines personnes symptomatiques, les réduire ou les supprimer peut améliorer les choses de manière spectaculaire. Voilà ce que montrent les données. Mythe numéro 5. Sans fibres, vous détruisez votre microbiote. Celui-ci est particulièrement intéressant en 2026 parce que nous avons maintenant une étude directement consacrée au microbiote de personnes suivant un régime carnivore depuis plusieurs années. 10 personnes carnivores depuis en moyenne environ 3 ans ont été comparées à 874 témoins omnivores appariés. Petit groupe carnivore, donc prudence. Mais regardons ce qui a été observé. La diversité alpha globale n'était pas significativement plus faible chez les carnivores, et leur richesse bactérienne, mesurée par l'indice Cahol, était même plus élevée. Autrement dit, le scénario simpliste selon lequel 0 fibre égale effondrement de la diversité microbienne n'a pas été observé. Les auteurs écrivent eux-mêmes que leurs résultats remettent en question l'hypothèse selon laquelle les fibres seraient indispensables au maintien de la diversité du microbiote. Cela ne signifie pas que le microbiote reste identique, au contraire, il change fortement. Plus de 300 voies métaboliques prédites différaient entre les groupes. Certaines fonctions associées au métabolisme des acides aminés, à la synthèse de vitamine B et au métabolisme énergétique étaient modifiées. L'étude rapporte également certains signaux fonctionnels potentiellement préoccupants. Mais attention encore, une partie de cette analyse fonctionnelle est prédite à partir du profil bactérien. Ce n'est donc pas la même chose qu'une mesure clinique démontrant une maladie. Et surtout, les participants carnivores étaient décrits comme en bonne santé, malgré environ 3 années de pratique. Donc, la conclusion sérieuse est la suivante. 0 fibre, bien évidemment, modifie le microbiote, mais modifier ne veut pas dire détruire. Et en 2026, les premières données humaines à long terme disponibles ne montrent justement pas l'effondrement de diversité que beaucoup présentent comme une évidence.
Alors si vous aimez ce genre de vidéo où l'on confronte les affirmations aux données réelles plutôt qu'aux slogans, abonnez-vous à Athlétique Carnivore et activez la cloche. Parce que le prochain mythe est probablement l'un des plus répétés de tous. Mythe numéro 6. Le cerveau a besoin de sucre. Non. Cette phrase mélange deux choses, le glucose et le sucre alimentaire. Oui, certaines cellules du cerveau ont besoin de glucose. Mais l'organisme humain n'est pas obligé de recevoir ce glucose à travers un aliment sucré. Il sait aussi le fabriquer. C'est la néoglucogénèse. Le foie, et dans certaines conditions les reins, peuvent synthétiser du glucose à partir du lactate, du glycérol et de certains acides aminés. Et lorsqu'on réduit fortement l'arrivée de glucose alimentaire, le foie augmente la production de corps cétoniques. Ces molécules traversent la barrière hémato-encéphalique et deviennent un carburant important pour le cerveau. Cela ne signifie pas que le cerveau n'utilise pas une seule molécule de glucose. Il conserve un besoin résiduel. Mais ce besoin peut être couvert par la production endogène. Et c'est extrêmement important. Parce qu'avoir besoin d'une molécule ne signifie pas avoir besoin de manger cette molécule. Votre organisme a besoin de glucose. Il n'a pas besoin que vous lui fournissiez du sucre à longueur de journée. La phrase à retenir, le cerveau a besoin d'énergie. Il peut utiliser du glucose, il peut utiliser des corps cétoniques, et le glucose dont il a besoin peut aussi être fabriqué par votre propre organisme. Mythe numéro 7. La viande pourrit dans le côlon. Mais non, la viande ne descend pas intacte jusqu'au côlon pour y rester plusieurs jours en train de se décomposer comme un steak qu'on aurait oublié sur une table. Les protéines sont attaquées dans l'estomac puis digérées par les enzymes pancréatiques et intestinales. La très grande majorité des acides aminés et des petits peptides est absorbée dans l'intestin grêle. Les revues sur la digestion des protéines décrivent justement ce processus comme très efficace. Une fraction des protéines et des composés azotés peut atteindre le côlon. Et là, oui, les bactéries peuvent effectivement les fermenter. Mais ce n'est pas de la viande qui pourrit, au sens littéral, c'est du métabolisme microbien. Et ce métabolisme produit différentes molécules, certaines potentiellement intéressantes, d'autres potentiellement problématiques, selon la dose, le contexte et l'écosystème intestinal. Une recherche de 2026 sur le devenir des protéines dans l'appareil digestif insiste justement sur cette complexité. Donc là encore, dire que cette fermentation protéique est automatiquement bénéfique serait faux. Mais raconter que le morceau de bœuf reste intact et putréfie dans votre gros intestin est une caricature anatomiquement fausse. Mythe numéro 8. Sans fruits et légumes, vous allez avoir le scorbut. Le scorbut est réel, la vitamine C est essentielle. Donc commençons par ne pas nier le problème. Mais l'argument devient faux lorsqu'on transforme la vitamine C est essentielle en une alimentation sans fruits et légumes provoque nécessairement le scorbut. Alors historiquement, les explorateurs arctiques, par exemple, avaient déjà observé que certaines populations vivant essentiellement d'aliments animaux ne développaient pas automatiquement le scorbut. D'ailleurs, en 1939, une publication dans Nature, ou Nature, rappelait même que des cas de scorbut avaient été traités avec de la viande de renne. Pourquoi ? Parce que les aliments animaux ne contiennent pas tous de la vitamine C. Les quantités sont variables. Certains abats et tissus vont en contenir davantage que la viande musculaire, par exemple. La fraîcheur et la cuisson rentrent également en ligne de compte. Et il existe encore des questions ouvertes concernant les besoins effectifs en vitamine C dans un contexte alimentaire très différent d'une alimentation riche en glucose alimentaire. Mais attention à ne pas transformer une hypothèse en certitude. Les modèles nutritionnels modernes montrent que certaines versions du carnivore peuvent rester sous les apports de référence actuels en vitamine C. Donc, notre position, elle est très simple. Le carnivore ne garantit pas automatiquement un statut parfait en vitamine C. Mais l'absence de fruits ne signifie pas scorbut automatique. Encore une fois, il faut regarder ce que la personne mange réellement. Mythe numéro 9. Le régime carnivore provoque forcément des carences. Quel régime carnivore ? C'est toujours la première question. Un individu qui mange uniquement du muscle maigre ne suit pas nutritionnellement la même alimentation qu'un individu consommant viande rouge, œufs, poissons, fruits de mer et éventuellement certains abats. D'ailleurs, une modélisation publiée en 2025 a justement testé plusieurs menus carnivores.
Et elle montre quelque chose de beaucoup plus intéressant que les slogans. Ces menus dépassaient largement les valeurs de référence pour plusieurs nutriments. Alors on avait la vitamine B12, zinc, sélénium, riboflavine, niacine, vitamine B6, phosphore et parfois vitamine A. En revanche, certains menus restaient sous les références pour la vitamine C, le magnésium, le calcium, la thiamine, l'iode, le potassium ou les folates selon la composition choisie. Alors que démontre cette étude? Que le carnivore provoque forcément des carences? Non. Elle démontre exactement le contraire de cette simplification. Elle montre que l'adéquation dépend de la construction du régime. Ajouter du foie change certains résultats. Ajouter des produits de la mer change l'iode. Ajouter certains produits laitiers change le calcium. Le choix des morceaux change le rapport protéines-lipides. Autrement dit, on peut mal construire un carnivore comme on peut mal construire n'importe quelle alimentation. Alors chez nous, Athlétique Carnivore, défendre le carnivore ne signifie pas distribuer un permis de manger n'importe quoi du moment que ça vient de l'animal. Ça signifie construire une alimentation animale cohérente. Mythe numéro 10. Sans sucre alimentaire, vous ne pouvez pas faire de sport et surtout, impossible de prendre du muscle en carnivore. Alors voilà deux affirmations qu'on mélange encore une fois très souvent. Et on va les réparer. Première question. Peut-on faire du sport avec très peu de glucose alimentaire? Oui. La deuxième question, peut-on construire du muscle sans consommer beaucoup de sucre alimentaire? La réponse est oui également. Alors on va commencer par le muscle. Le muscle n'est pas construit avec du sucre. Il est construit à partir d'un stimulus mécanique suffisamment fort, d'acides aminés disponibles, d'énergie, d'une récupération correcte et d'un environnement physiologique permettant l'adaptation. L'entraînement en résistance déclenche le signal. Les protéines alimentaires fournissent les acides aminés nécessaires à la synthèse des nouvelles protéines musculaires. Donc l'énergie permet de soutenir ce processus et la récupération permet au tissu de s'adapter. Où est donc l'obligation biologique de consommer beaucoup de sucre? Elle n'existe pas. Alors en 2026, il y a une méta-analyse qui a été consacrée précisément à cette question et qui a regroupé 11 essais comparant des apports plus élevés et plus faibles en sources alimentaires fournissant du glucose pendant un entraînement de résistance. Le résultat, aucun effet significatif d'un apport plus élevé en sources alimentaires fournissant du glucose sur l'hypertrophie musculaire lorsque les apports protéiques étaient comparables. Cela ne veut pas dire que le glucose ne sert à rien. Cela veut dire que la phrase « sans sucre alimentaire, impossible de fabriquer du muscle » n'est pas soutenue par les données disponibles. Et les travaux réalisés directement sur des régimes cétogènes chez des personnes entraînées vont dans le même sens sur un point essentiel, la force peut être maintenue. Des méta-analyses n'observent pas de différence significative sur le squat ou le développé couché, par exemple en une répétition maximale, entre une alimentation cétogène et non cétogène. Pour la masse musculaire, les données sont un peu plus nuancées. Certaines études montrent des gains comparables, d'autres vont montrer une progression moins importante de la masse maigre. Et pourquoi ? Parce que plusieurs choses peuvent intervenir. L'apport énergétique, la quantité de protéines, l'eau et le glycogène stockés dans le muscle qui influencent aussi certaines mesures de masse maigre. Et surtout, la qualité de l'entraînement. Car voici le vrai rôle potentiel du glucose chez un sportif. Lorsque l'intensité devient très élevée, lorsque les séries se multiplient, lorsque les temps de récupération sont courts ou lorsque les efforts glycolytiques sont répétés, le glycogène musculaire devient de plus en plus important pour maintenir la puissance et le volume de travail. Une très faible disponibilité en glycogène peut donc, chez certains sportifs, diminuer la capacité à répéter les efforts les plus intenses. Et si votre entraînement devient moins performant, cela peut indirectement réduire le stimulus hypertrophique. Mais remarquez la différence, ce n'est pas le muscle a besoin de sucre pour pousser, c'est dans certaines séances très exigeantes, davantage de glucose disponible peut aider à maintenir le volume et l'intensité de l'entraînement. Ce sont deux affirmations complètement différentes. Et c'est en fait exactement là que la logique athlétique carnivore elle intervient, parce qu'on ne fait pas du glucose un aliment de base. On ne considère pas qu'il faut en consommer toute la journée pour construire du muscle. Mais chez une personne qui réalise un effort très glycolytique et chez qui la performance commence réellement à être limitée, une utilisation mais ciblée du glucose autour de l'effort peut devenir un outil. Un outil, pas une obligation alimentaire permanente.
Alors, il y a d'ailleurs eu une étude récente menée chez des sportifs adaptés depuis longtemps à une alimentation cétogène, qui est particulièrement intéressante. Alors, une prise de glucose juste avant l'effort a amélioré leur performance sur le contre-la-montre. Mais augmenter fortement le glucose pendant les 48 heures précédentes n'a pas du tout produit le même bénéfice. C'est exactement la nuance qui nous intéresse. Encore une fois, le bon carburant au bon moment. Pas de sucre parce que le sportif a besoin de sucre, pas de zéro glucose idéologique parce qu'il faudrait prouver qu'on est plus carnivore que le voisin. La physiologie d'abord. Donc, peut-on faire du sport en carnivore? La réponse est oui. Peut-on conserver sa force? La réponse est également oui. Peut-on prendre du muscle? C'est encore une fois oui. Est-ce que certaines disciplines, certaines séances ou certains profils peuvent bénéficier d'un apport ciblé de glucose pour optimiser la performance et donc potentiellement le volume d'entraînement? La réponse est oui, encore une fois. Et c'est précisément cette dernière nuance qui distingue une stratégie de performance d'un slogan alimentaire. La phrase à retenir serait: le muscle n'est pas construit avec du sucre, construit avec un stimulus, des acides aminés, de l'énergie et de la récupération. Le glucose peut améliorer certaines séances, mais cela ne signifie pas qu'il soit indispensable pour fabriquer du muscle. Mythe numéro 11. Les graisses saturées du carnivore bouchent les artères. Cette phrase comprime 20 ans de physiologie cardiovasculaire en 6 mots. Oui, les graisses saturées peuvent augmenter le LDL chez certaines personnes. Oui, certaines personnes suivant une alimentation très pauvre en sucre voient leur LDL et leur ApoB augmenter fortement. Ce phénomène existe. Le nier ne rendrait aucun service aux carnivores. Mais un marqueur qui montre n'est pas une artère qui vient physiquement de se boucher. L'artérosclérose est un processus complexe qui se développe dans le temps. Les particules contenant de l'ApoB sont pertinentes dans ce processus. La durée d'exposition compte. Mais le terrain métabolique global compte lui aussi également. Pression artérielle, tabagisme, glycémie, insulinorésistance, inflammation, composition corporelle, génétique et âge. Donc le débat sérieux n'est pas LDL ne sert à rien, ni LDL monte, infarctus garanti. Le débat est plutôt: que signifie l'augmentation observée chez cette personne dans ce contexte métabolique précis sur long terme? Et sur les carnivores stricts avec LDL très élevé mais triglycérides bas, HDL élevé et insulinorésistance faible, nous n'avons tout simplement pas encore 50 ans de données. La bonne attitude n'est donc ni la panique ni le déni. C'est, comme pour tout, la mesure. Mythe numéro 12. La viande rouge donne le cancer comme la cigarette. Non. Et ce n'est pas une opinion pro-carnivore, c'est une question de lecture correcte des classifications. Le cirque classe la viande transformée dans le groupe 1, la viande rouge dans le groupe 2A. Le souci, c'est que beaucoup de personnes ont compris: groupe 1 comme tabac égale même danger que tabac. Mais ce n'est pas ce que signifie le classement. Le groupe indique principalement la force de la preuve qu'une exposition peut provoquer un cancer, pas la taille du risque. Une exposition peut avoir une preuve causale très solide avec un effet relativement modeste. Une autre peut avoir une preuve causale solide avec un effet énorme. Et ce sont deux dimensions différentes. Pour la viande rouge non transformée, les données humaines reposent surtout sur des cohortes observationnelles. Alors à ce titre, une méta-analyse de 2025 portant sur 60 études prospectives retrouve encore une association avec le cancer colorectal. Alors il faut le dire. Mais une association observationnelle ne vous dit pas automatiquement ce qui est causal. Les consommateurs de davantage de viande rouge dans les cohortes peuvent également différer sur le tabac, l'alcool, l'activité physique, les aliments ultra-transformés, l'excès énergétique, les méthodes de cuisson et de nombreux autres facteurs. Les statisticiens essayent de corriger ces variables, mais corriger statistiquement n'est pas recréer un essai randomisé de 20 ans. Donc la phrase correcte, c'est: il existe un signal observationnel, il mérite d'être étudié, mais dire qu'un steak est l'équivalent d'une cigarette est scientifiquement faux. Mythe numéro 13, la viande donne la goutte. La viande contient des purines, c'est vrai. Les purines peuvent contribuer à la production d'acide urique. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'acide urique dépend également de la production endogène et surtout de son excrétion rénale. L'insuline peut réduire cette excrétion. L'alcool peut jouer un rôle. Le fructose possède un mécanisme particulièrement intéressant
Son métabolisme hépatique peut consommer rapidement de l'ATP et augmenter la production d'acide urique. Alors les études prospectives ont d'ailleurs associé des consommations élevées de fructose à un risque accru de goutte. Une transition vers une alimentation cétogène peut aussi augmenter temporairement l'uricémie au début, notamment parce que les corps cétoniques et l'urate interagissent au niveau de l'excrétion rénale. Donc oui, une personne prédisposée peut avoir des problèmes d'acide urique en carnivore. Mais la phrase « vous mangez de la viande, donc vous allez avoir la goutte » est une version infantile d'un métabolisme beaucoup plus complexe. Mythe numéro 14. Les protéines animales déminéralisent les os. Alors cette idée a longtemps reposé sur ce qu'on appelle l'hypothèse acide-cendre. Les protéines animales augmenteraient la charge acide. Le corps utiliserait le calcium osseux comme tampon, et le calcium apparaîtrait ensuite dans les urines. Et l'os se viderait progressivement. Alors c'est une belle histoire, mais une histoire physiologique doit être testée. Et là, les méta-analyses sur l'apport protéique et la santé osseuse ne montrent pas de détérioration systématique de la densité minérale osseuse avec davantage de protéines. Certaines analyses trouvent même de petits effets favorables sur certains sites osseux. Pourquoi ? Parce qu'une augmentation du calcium urinaire ne signifie pas nécessairement que ce calcium vient de l'os. L'absorption intestinale peut également augmenter. Et surtout, les protéines soutiennent la masse musculaire. La masse musculaire produit des contraintes mécaniques et l'os répond aux contraintes mécaniques. Cela ne signifie pas qu'il faut oublier le calcium, la vitamine D, l'entraînement ou les hormones. Cela signifie simplement que la phrase « protéines animales égale os dissous » ne tient pas face aux données humaines. Mythe numéro 15. Le régime carnivore détruit fortement l'intestin parce que les bactéries fermentent les protéines. Là encore, on prend un mécanisme réel et on transforme immédiatement son existence en maladie. Oui, une fraction des protéines atteint le côlon. Oui, les bactéries coliques peuvent fermenter des acides aminés. Et oui, certains métabolites issus de cette fermentation peuvent être problématiques dans certaines concentrations. Mais la fermentation protéique produit aussi des acides gras, à chaîne courte, ramifiés et d'autres composés. Et surtout, ce qui est produit dépend de la quantité, du type de protéines, du transit, du microbiote et du contexte alimentaire. Alors, la revue de 2026 publiée dans Nature Reviews, Gastroentérologie et Pathologie, je vous le fais en français, insiste justement sur le fait que les conséquences de ces métabolites peuvent être bénéfiques ou défavorables selon le contexte. Donc, fermentation protéique existe. Fermentation protéique égale intestin détruit ne suit pas automatiquement. Alors revenons à l'étude carnivore de 2026. Après environ 3 années d'alimentation carnivore, les participants n'avaient pas une diversité microbienne effondrée. Ils avaient un microbiote différent. Et c'est autre chose. Mythe numéro 16. La science a déjà démontré que le régime carnivore est dangereux. Non. Et cette affirmation est particulièrement révélatrice. Alors là, une revue de portée publiée en janvier 2026, donc toute récente, a cherché l'ensemble des données humaines directement consacrées aux carnivores. Et là, combien d'études ont satisfait leurs critères ? 9. 9 études. Donc c'est précisément le vrai problème. C'est-à-dire qu'avec 9 études humaines, souvent petites, souvent courtes et souvent sans groupe contrôle robuste, on ne peut pas dire le carnivore est définitivement prouvé dangereux. Mais on ne peut pas dire en revanche davantage que le carnivore est définitivement prouvé parfait. Ce que la revue trouve est beaucoup plus intéressant. Certaines études rapportent une perte de poids, une meilleure satiété, des améliorations de certains marqueurs métaboliques ou inflammatoires. D'autres soulèvent des questions sur certains micronutriments et sur le LDL chez certaines personnes. Et la qualité globale des preuves reste limitée. Mais voici la partie fascinante. Pendant que certains articles répètent que le manque de fibres devrait mécaniquement détruire le microbiote, une étude humaine de 2026 chez les carnivores de longue durée ne retrouve pas de baisse de diversité globale. Pendant qu'on continue d'affirmer que le régime est forcément hyperprotéiné, la composition réelle d'un régime carnivore peut être très riche en lipides. Pendant qu'on dit que les protéines détruisent le rein sain, 22 essais randomisés ne montrent pas de signal biochimique cohérent de lésion rénale à court ou moyen terme. Pendant qu'on affirme que, sans fibres, la constipation est inévitable, l'étude utilisée par Paul Mason montre exactement l'inverse chez les patients constipés. Voilà pourquoi ce sujet mérite mieux que des slogans. Et surtout, voilà pourquoi le régime carnivore doit être étudié comme un régime à part entière.
pas comme une caricature construite à partir d'une alimentation occidentale classique à laquelle on aurait simplement ajouté de la viande. Alors un carnivore, ça retire énormément de variables, sucre, farine, produits ultra transformés, huile de graines, snacking permanent, mélange alimentaire extrêmement complexe, et ça change complètement le contexte métabolique dans lequel la viande est consommée. On ne peut pas donc automatiquement prendre une association observée chez des omnivores consommant de la viande au milieu d'une alimentation totalement différente et prétendre qu'elle décrit exactement ce qui se passe chez quelqu'un qui mange exclusivement ou presque exclusivement des aliments d'origine animale. Ça s'appelle une extrapolation, et une extrapolation, ça doit être testé, pas transformé en vérité. Alors reprenons. L'homme est omnivore, donc le carnivore serait contre nature. Non. Omnivore décrit une capacité à utiliser différentes ressources alimentaires. Il ne démontre pas une obligation permanente de consommer simultanément aliments animaux et végétaux. Carnivore égale hyperprotéiné. Non. Protéines égale rein détruit. Non. Démontré chez les adultes sans maladie rénale chronique. Zéro fibre égale constipation. Encore une fois, non. Chez certains patients constipés, zéro fibre a même produit l'effet inverse. Zéro fibre égale microbiote détruit. Les premières données humaines à long terme disponibles ne montrent pas d'effondrement de diversité. Le cerveau a besoin de sucre. Le cerveau a besoin d'énergie et d'une certaine quantité de glucose, pas de sucre alimentaire obligatoire. La viande pourrit dans le côlon. Non. Les protéines sont très efficacement digérées et absorbées dans l'intestin grêle. Pas de fruits égale scorbut. Encore une fois, non. Carnivore égale carence, ça dépend entièrement de sa construction. Sans sucre, pas de sport non plus. Mais le glucose peut devenir un outil ciblé lorsque l'intensité le justifie. Graisse saturée égale artère bouchée. Beaucoup trop simpliste. Steak égale cigarette. Faux. Viande égale goutte. Beaucoup trop simpliste, encore une fois. Protéines animales égale os déminéralisé. Les données humaines ne le montrent pas. Fermentation protéique égale intestin détruit. Non. Et enfin, la science a déjà condamné le carnivore ? Non. Elle commence à peine à l'étudier correctement. Et c'est probablement ça la phrase la plus importante de cette vidéo. On ne demande pas au régime carnivore un passe-droit scientifique. On demande exactement l'inverse. Il faut qu'il soit étudié correctement, avec des humains, avec des groupes contrôle, avec des durées suffisamment longues, avec des marqueurs métaboliques, avec l'imagerie quand elle est pertinente, avec le microbiote, avec la fonction rénale, avec la performance, avec les événements cardiovasculaires, et surtout avec une définition précise de ce que les participants mangent réellement. Parce que le carnivore n'a pas besoin d'être protégé des données, il a besoin de données au contraire. Alors, chez Athlétique Carnivore, notre base elle est claire. On considère l'alimentation animale comme une stratégie nutritionnelle extrêmement intéressante. On considère que beaucoup de critiques qui lui sont adressées reposent sur des extrapolations, des amalgames ou des mécanismes présentés sans contexte. Mais on n'a aucun intérêt à remplacer les mythes anti-carnivores par des mythes pro-carnivores. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est la biologie. Et la biologie finit toujours par attraper les slogans. Donc si vous voulez suivre ce travail, abonnez-vous à Athlétique Carnivore, activez la cloche, retrouvez-nous également sur Facebook, Instagram et sur notre site où nous développons ces sujets avec davantage de détails. Et si vous voulez aller plus loin avec votre propre situation, vos objectifs, votre activité et votre fonctionnement, vous pouvez également retrouver nos consultations et nos suivis. Maintenant, merci de dire en commentaire quel est le mythe sur le carnivore que vous entendez le plus souvent. Celui sur les reins, les fibres, le cerveau a besoin de sucre, le cholestérol, le cancer, le microbiote ou un autre. Nous prendrons ceux qui reviennent le plus et nous les démontrons un par un, pas avec des slogans, avec la biologie. Merci et à très bientôt sur Athlétique Carnivore.